Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Messieurs les ministres, Madame la représentante du Président de la République, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur des affaires civiles, Monsieur le bâtonnier représentant Paris, Monsieur Le Prato, Madame Viola Casadepot. Écoutez, il y en a tellement que je vais écourter en vous disant, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Madame la présidente de l'Union internationale, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Madame la garde des Sceaux. Chaque année, les journées de Paris des huissiers de justice sont un moment important de la vie de notre profession. Malgré votre agenda particulièrement chargé, je sais que vous avez tenu à être présente parmi nous ce matin. C'est donc pour moi et ma profession un grand honneur de vous accueillir ici. En mon nom personnel et en celui de la Chambre nationale et de ses élus, et en celui de toute la profession, je tiens à vous en remercier solennellement et sincèrement. Nous connaissons les valeurs qui sont les vôtres. Elles vous ont valu la reconnaissance et la confiance d'Emmanuel Macron, président de la République. Et votre nomination, Madame, à ces fonctions, que je sais difficile, mais fondamentale pour défendre notre démocratie et faire vivre l'état de droit. Ces valeurs que vous portez, Madame la garde des Sceaux, notre profession s'enorgueillit de les partager avec vous. L'engagement au service de nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, trop souvent rétifs à faire valoir leurs droits. Le souci constant de rendre notre justice effective et efficace pour que la loi trouve à s'appliquer en toutes circonstances. L'attention particulière à la proximité et à la lisibilité de notre justice pour renforcer la confiance qui la lie à nos concitoyens. Je vous le dis, Madame, sans ambages, des différents gardes des Sceaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, vous êtes celle qui s'est montrée la plus ouverte et la plus constructive à notre endroit. Vous avez su créer un véritable climat de confiance et d'écoute en nous associant à de nombreux travaux. Montaigne, qui fut juge comme vous, d'ailleurs écrivait que c'est sans doute une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Et il est vrai que ce dialogue est d'autant plus fécond du fait de votre connaissance de nos métiers, de par vos anciennes fonctions de professeur d'université et de juge constitutionnel. Vous avez reconnu leur rôle essentiel pour leur service public de la justice, y compris à l'avenir, et je vous en sais gré. Votre présence me permet également de saluer l'ensemble des services de la Chancellerie, en particulier les membres de votre cabinet, avec qui nous avons noué des liens d'une grande productivité, et la DACS et de son directeur, Thomas Andrieux, avec qui nous entretenons des relations de travail étroites et dans la plupart des cas constructives. Les Journées de Paris auxquelles vous assistez aujourd'hui symbolisent l'unité de notre profession. Elles nous offrent chaque année un moment d'échange. Elles nous permettent de prendre de la hauteur, de nous projeter dans l'avenir. Cette année est d'ailleurs un peu spéciale, dans la mesure où notre Chambre nationale, la maison de tous les huissiers de justice, va bientôt entamer sa dernière année d'existence, avant d'écrire une nouvelle page encore plus exaltante avec la Chambre nationale des commissaires de justice. À l'orée de cette dernière année, je souhaite d'ailleurs saluer et remercier les membres de mon bureau que vous connaissez et avec qui nous travaillons au quotidien. Les remercier car nous avons relevé ensemble de nombreux défis. Les remercier encore car je suis heureux de pouvoir aborder avec eux encore cette année de mandat tournée vers l'avenir. Merci, messieurs, merci, Christine. Madame la garde des Sceaux, vous l'avez constaté, l'avenir nous interroge. Avec une intensité redoublée,
Comme toutes les professions du droit, nous sommes traversés par les interrogations et les incertitudes. Certains de mes confrères sont même extrêmement inquiets et je ne doute pas que vous saurez entendre ces craintes légitimes. Je vais donc me faire devant vous le porte-parole de l'ensemble de 3200 huissiers de justice réunis dans leur richesse et leur diversité, ainsi que de leurs 12 000 collaborateurs. Je vous dirai, madame, le fond de ma pensée et je ne doute pas un seul instant que vous en ferez de même. Dès le début de mon mandat, le président de la Chambre nationale, j'ai fait de la modernisation de notre profession mon objectif prioritaire. Elle était indispensable après trop d'années passées à vivre sur nos acquis, et il faut que l'on le reconnaisse. Vous le savez, madame, les huissiers de justice ont dès le début fait le choix d'accompagner les réformes initiées en 2000 croissance par Emmanuel Macron, la loi croissance et activité. Et désormais, notre cadre de vie, ses effets commencent à se concrétiser et par capillarité, toutes les facettes de notre profession sont en train de se transformer. La réforme des structures sociétales, par exemple, conduit d'ores et déjà mes consoeurs et confrères à endosser le costume de chef d'entreprise qui leur a été donné. Nous assistons ainsi à la création de formes inédites de projets économiques, à la constitution de réseaux, à l'émergence d'une vraie culture d'entreprise et même à l'utilisation de vocables jusqu'ici réservés au monde des affaires. Je n'en oublie pas pour autant mes consoeurs et confrères inquiets de cette transformation très rapide de notre façon d'exercer notre métier, notamment ceux installés dans les zones moins urbanisées et ou éloignés des centres de décision économique, déjà affectés par l'extension de la compétence territoriale. Je les comprends, et si je peux me permettre, mettez-vous quelques instants à leur place. Depuis 2014, la succession effrénée de textes touchant l'ensemble des aspects de notre métier a pu provoquer un sentiment de désorientation, d'autant plus que certains décrets d'application se font toujours attendre. Madame la garde des Sceaux, il est évidemment malaisé d'appréhender l'avenir dans un climat d'incertitude. Comment est-il possible de construire un projet économique crédible si le tarif est révisé tous les 2 ans? Comment pérenniser une clientèle si la carte des installations change au même rythme? Nous comprenons bien entendu que votre gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, dispose de ses propres priorités politiques. Mais cette succession de textes, depuis 2014, a pu conduire certains à faire ce vers de François Villon « Rien ne m'est sûr que la chose incertaine ». Ce n'est pas la future réforme de l'organisation judiciaire qui calmera cette inquiétude. Le maillage territorial et la proximité font partie de notre ADN. Nous venons tout juste d'intégrer la compétence au niveau des cours d'appel. Nous savons bien que les réflexions sur leur réorganisation obéissent à des logiques de rationalisation administrative et que cela nous dépasse largement. Mais une nouvelle modification de notre ressort d'exercice risquerait d'attenter gravement à la viabilité de nombreux offices et à la capacité de notre profession d'exercer ses missions d'officier public et ministériel partout sur le territoire. Dans ce contexte, la Chambre nationale ne reste d'ailleurs pas inactive. Nous sommes en train de mettre en place une action d'accompagnement à l'installation et au développement des études avec l'appui de vos services. Mais le bouleversement de l'ensemble de ces repères engendre nécessairement de la peur. Mes confrères ne demandent pourtant qu'à exercer leur métier tranquillement, celui pour lequel ils se dévouent sans compter, madame, et pour lequel ils ont souvent pris des risques économiques, en s'endettant pour l'exercice des missions, souvent du service public. Des risques physiques, parfois pour eux-mêmes et pour leurs collaborateurs, alors qu'ils incarnent l'État par délégation
de la puissance publique. Le risque de l'innovation aussi, éminemment fécond, mais porté par l'ensemble de la profession. Cette peur, comment pouvez-vous contribuer à la faire diminuer ? Disposerons-nous enfin d'une vraie stabilité normative afin d'être en mesure de nous projeter dans le long terme ? Nous ne refusons pas de nous transformer. Nous l'avons prouvé par le passé. Nous le prouvons encore aujourd'hui par le numérique, avec notre accélérateur Silex, ou au travers des chantiers de la justice dont vous avez la charge et la responsabilité et auxquels nous participons. Vous savez que nous sommes prêts à apporter notre contribution à ce grand projet qui est celui du président de la République et que vous portez, pour renforcer l'effectivité de la justice, lui donner davantage de sens et rétablir la confiance de nos concitoyens. Nous y sommes prêts, madame, oui, car nous sommes des officiers publics et ministériels, et à ce titre, des acteurs incontournables de la chaîne judiciaire. Notre savoir-faire en matière numérique, que vous connaissez bien, légitime davantage encore notre choix dans ce débat. Nous avons des propositions sur l'acte introductif d'instance, sur la dématérialisation des procédures, sur la simplification de la procédure civile en général. Notre philosophie reste intangible, partir avant toute chose de l'intérêt du justiciable, où qu'il soit sur le territoire. Dans cet esprit, les professionnels du droit que nous sommes sont dégagés de toute vision corporatiste. C'est le sens de la démarche que j'ai initiée auprès de vous avec Pascal Hédoux, président du Conseil national des barreaux, qui était présent hier dans cette salle. Le projet, madame, que nous portons ensemble est celui d'un grand service public numérique, de la justice plus efficace, mais aussi plus accessible. Préparer l'avenir n'empêche pas de s'occuper de l'existant. Et notre actualité immédiate, c'est aussi notre mission de service public, de tenue des audiences pénales. Depuis plusieurs années, à cette tribune, j'ai rappelé à vos prédécesseurs les conditions dégradées dans lesquelles nous exerçons notre mission. Les choses ont quelque peu progressé sous son impulsion avec la réactualisation de la Convention cadre signée en 2011, comme avec la mutualisation des audiences à la suite de notre changement de compétences. Pour autant, faute de revalorisation du tarif, sur laquelle je ne me fais d'ailleurs mais aucune illusion, la tenue des audiences, madame, se fait à perte. C'est une catastrophe. Au-delà de la question du tarif, les conditions matérielles pratiques d'accueil des huissiers de justice dans les audiences elles-mêmes ne sont pas dignes de la justice telle qu'elle devrait être au XXIe siècle, et cela au moment même où on nous demande, à nous, de nous moderniser dans nos missions comme dans nos conditions d'exercice. Madame la garde des Sceaux, il est donc indispensable que nous trouvions une solution pérenne qui nous permette la maîtrise des charges et des coûts, sous peine de quoi il nous sera de plus en plus difficile, je vous le dis, d'assumer cette mission. Notre environnement économique est une donnée de plus en plus importante, comme l'a voulu le législateur en 2015. La publication prochaine de la carte des installations va encore accentuer ce besoin de réactivité et d'adaptation à la conjoncture. Or, nombre de mes consoeurs et confrères voient leur projet de développement ralenti, pour ne pas dire bloqué, par les délais de traitement des dossiers au sein de vos services. Pourtant, dans chaque cas, les dossiers correspondent à un besoin économique précis et urgent. Il en est ainsi, par exemple, de l'embauche d'un huissier de justice salarié qui doit permettre à l'office de répondre à un surcroît d'activité. Si cette demande n'est pas satisfaite, nos clients s'adresseront naturellement à quelqu'un d'autre. Il en est de même pour les dossiers de cession, qui sont devenus de véritables outils de croissance. Nous savons que vos services ne ménagent pas leurs efforts pour répondre aux demandes. Et j'en profite pour saluer François Conneau, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques, que j'ennuie régulièrement au téléphone en lui disant « Cher François, on ne peut plus attendre, c'est une catastrophe ». Vous conviendrez, Madame la garde des Sceaux, qu'il est difficile d'être économiquement réactif ou performant lorsque le délai moyen de traitement est de 9 mois. Je ne parle même pas des cas liés à la limite d'âge qui aboutissent souvent à la vacance pure et simple des offices et à l'intervention de suppléants, faute de nomination
attend d'un successeur. Une autre question sur laquelle je sollicite votre appui, Madame la garde des Sceaux, est celle de notre profession dans l'exercice de nos missions. Malheureusement, les cas d'agression contre notre profession, parfois très graves, se multiplient ces derniers mois. Je vous en ai personnellement alerté. Le Code des procédures civiles d'exécution nous autorise à solliciter le concours de l'État dès lors qu'une exécution est susceptible de générer un trouble à l'ordre public. Mais nous nous heurtons trop souvent au refus des autorités, alors que nous agissons dans le cadre de missions complexes de service public au nom du peuple français. Cela n'est plus tolérable. Bien sûr, Madame la garde des Sceaux, la lutte, hélas, contre un mal qui est terrible, le terrorisme, est une priorité essentielle du gouvernement et le dévouement des forces de l'ordre pour la protection de nos compatriotes doit être ici souligné. Votre travail également, Madame. Cependant, des solutions pérennes doivent rapidement être trouvées, notamment lorsque des éléments nous laissent à penser qu'une situation à risque se présente. L'une des solutions serait peut-être de mettre fin à un serpent de mer qui agite la profession depuis la publication de la loi du 22 décembre 2010, dont je vois l'auteur ici présent, le sénateur Béteille. 2010. Son article 3, monsieur le sénateur, je vous le rappelle, vise, Madame, à permettre aux huissiers de justice d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation pour l'accomplissement de leur mission de signification ou d'exécution. En d'autres termes, pour permettre l'effectivité de la justice et des significations en personne qui empêcheraient des défauts de comparution, tant critiqués par les magistrats du parquet, en d'autres termes, pour permettre l'effectivité de cette justice et de l'application de sa loi. Or, depuis 7 ans, on nous a opposé des fins de non-recevoir, certes délicates, politiques, mais fondées sur des motifs, me semble-t-il, complètement saugrenus, voire idéologiques. La loi de la République ne pourrait donc pas s'appliquer car l'administration l'aurait décidé autrement. Je vous le demande donc publiquement, Madame, après l'avoir fait à plusieurs reprises lors de nos entretiens, aurons-nous bientôt une bonne nouvelle quant à la publication de ce décret? Madame la garde des Sceaux, je conçois ma fonction de président comme un devoir ardent de défendre ma profession pour mieux préparer son avenir. Les huissiers de justice ne sont pas de ceux qui étalent leurs doléances en permanence, ni de ceux qui ressassent sans cesse les événements passés, car nous savons comme la bruyère que les regrets qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste un meilleur usage. Vous n'êtes quant à vous, je le sais, pas chargé de faire plaisir aux professions du droit, car seul l'intérêt général et public doit prévaloir. C'est bien pourquoi nous avons la volonté d'être les acteurs de notre avenir, qui se matérialisera bientôt par le commissaire de justice, le fil rouge de nos journées de Paris, qui interroge notre rapport au disruptif, est entièrement tourné vers cette mutation. J'ai eu l'occasion de saluer hier le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, notre futur confrère Nicolas Moreton. Sa présence hier symbolise les synergies que nous sommes en train de créer entre nos professions, qui n'en feront bientôt plus qu'une. Je me réjouis que nous partagions la même vision de l'avenir, Madame, et des moyens nécessaires à la satisfaction de notre ambition commune, et celle de M. Moreton également. Le commissaire de justice sera donc tourné vers l'intérêt général, c'est une certitude. Nous travaillons en ce sens, en parfaite symbiose, quand bien même les problématiques à régler sont nombreuses, qu'il s'agisse du numérique, des relations sociales ou des modes d'exercice. Notre dossier prioritaire est cependant la formation passerelle de nos consoeurs et confrères déjà en exercice. Je sais que vous y accordez une attention particulière. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Madame Belloubet, notre profession est fière d'être présente dans tous les territoires afin de garantir à tous nos concitoyens
un égal accès à leurs droits. Sa diversité fait sa force, même si le doute peut encore la traverser face à l'intensité de la mutation, de notre mutation. Pour diverse qu'elle soit, elle n'en est pas moins unie dès lors que l'essentiel est en jeu. La Chambre nationale est ainsi le creuset de toutes les voix de la profession, de ses territoires, de ses syndicats, de ses groupements. La présider, pour moi, madame, est un honneur qui m'oblige. Notre profession attache également une grande importance à sa jeunesse, je l'ai dit avant que vous ne soyez présente. Un capital inestimable que nous allons faire prospérer en réformant notre formation initiale. Notre démographie se transforme, se rajeunit. Notre métier devient plus attractif. Il se féminise enfin à grande vitesse. Il ressemble de plus en plus à notre société, Christine. Dans quelques instants, nous allons donc vous écouter. Je vais vous écouter avec un grand intérêt. Avec un grand intérêt. Sachez cependant que vous pourrez toujours compter, madame, sur les huissiers de justice et sur le président que je suis. Je suis un fidèle et vous le savez, un grand fidèle, pour agir en faveur d'une justice, madame, plus moderne, plus efficace, plus accessible et plus égale pour tous nos concitoyens, pour notre démocratie, pour nos valeurs que nous défendons ensemble. Je suis près de vous, madame. Je vous accompagne. Merci.